Gonna wait until it's like start recording. Oh. OK. Bonjour à tous, toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Camille Larrivée et je suis la directrice de la programmation pour le ICCA, qui est le collectif des commissaires autochtones, Indigenous Curatorial Collective. Et puis, je suis la modératrice pour cette table ronde aujourd'hui qui s'intitule Perspectives francophones et qui fait partie de la série de tables rondes Enjeux sur l'art, le commissariat et les soins communautaires, une série de quatre tables rondes sur la diversité, le pluralisme et les marginalités dans les expériences vécues des personnes autochtones. Un très long titre, mais c'est parfait. Donc, ces tables rondes se concentrent vraiment sur les groupes autochtones qui sont sous-représentés dans notre organisme, la CCA, et aussi dans le milieu de l'art en général. Puis donc, ça nous offre de l'espace pour discuter d'enjeux spécifiques qui sont reliés à différentes réalités. Et donc, je voudrais juste commencer en remerciant ma collègue Emma Steen d'avoir organisé cette table ronde. Et puis, je suis aussi très contente, honorée de partager ce moment-là avec trois artistes extraordinaires ici avec moi. Donc, j'ai Caroline Monet, Marie-Lise Singori-Trample et Simon Bénédicte. Donc, je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Puis, je pense qu'on va avoir du bon temps aujourd'hui, des discussions très intéressantes. Et puis, j'ai préparé quelques questions, en fait, plusieurs questions, mais j'aimerais ça qu'on commence peut-être en faisant une petite introduction. Si chaque personne pourrait s'introduire comme vous le désirez, puis présenter en quelques minutes aussi peut-être votre pratique artistique ou des projets sur lesquels vous travaillez en ce moment. Et puis, selon mon écran, la première personne serait Caroline. Bien, mon nom, c'est Caroline Monet. Je suis une artiste multidisciplinaire et réalisatrice. Donc, je jongle plusieurs médiums, que ce soit l'installation, la vidéo, le cinéma, mais aussi la sculpture, la peinture. J'ai grandi à Gatineau et en Bretagne, en France. Ma mère est Anishinaabe de Kitigan-Zibi et mon père est français. Et ça fait à peu près, je dirais, presque une décennie maintenant que je travaille à titre d'artiste, même si je suis autodidacte parce que j'ai fait des études en sociologie et en communication avant de me lancer pleinement dans les arts visuels et le cinéma. Merci, Caroline. Marie-Lie, est-ce que tu voudrais y aller aussi? Ulukut, Marilee Nguyunga, Gatineau Tau, Miutauyunga, Inuyunga. Bonjour, je m'appelle Marie-Lie. Je suis Inuk québécoise de Nunavut, puis j'ai grandi à Gatineau. Ma famille vient du Nunavut sur l'île de Baffin, le Pond Inlet. Puis ouais, j'habite présentement à Gatineau. J'étudie dans les études autochtones, Indigenous Studies. Mais ma pratique artistique, ça consiste beaucoup de la photographie parce que je voyage beaucoup, puis c'est vraiment un moyen que puisse raconter mon histoire, puis surtout dans mes voyages dans le Nord. Présentement, je travaille pour un OBNL, puis ça focus sur le STEAM Education, donc les sciences, mathématiques, engineering, l'art, puis les mathématiques. Je pense que j'ai dit ça déjà. En tout cas, je suis vraiment chanceuse parce que dans mon travail, je peux travailler avec les organismes autochtones dans ma ville. Puis j'ai la passion surtout pour les arts. Fait que je focus sur les organismes artistiques autochtones. Puis présentement, je travaille beaucoup avec la couture. Puis un projet que j'ai récemment fini, c'est la couture puis l'électricité. Donc, j'enseigne surtout pour les jeunes, mais
plus pour les communautés autochtones. Donc, c'est ça, je suis ici à Gatineau, je suis vraiment contente d'être ici avec tout le monde ici. Merci. Merci beaucoup. Et puis, on a Simon aussi. Oui, allô tout le monde, mon nom c'est Simon M. Je mets toujours le M dans mon nom, c'est le nom de famille de ma mère, mais ça fait un nom qui est beaucoup trop long. Ça devient un M, mais Simon Bénédicte. Je suis un artiste, je travaille en vidéo principalement, je fais vidéo performance et tout, mais principalement, je dirais depuis 2015. Je puise beaucoup à même des archives en ligne, que ce soit YouTube ou Bibliothèque nationale du Canada ou tout ce qu'on peut définir comme archives. Puis je prends des images, des vidéos, des sons qui existent déjà, puis je les remanie, je les remixe, je les remonte pour créer des nouvelles trames narratives. Puis depuis 2018, je suis focusé plus précisément sur la représentation des peuples autochtones, plus particulièrement du Canada puis d'Amérique du Nord, mais peuples autochtones ou personnes qui sont représentées en tant qu'autochtones at large dans les médias. Donc, j'ai travaillé entre autres justement sur la représentation des peuples autochtones dans les archives nationales du Canada, dans les jeux pour enfants. Plus récemment, je suis plus dans les jeux vidéo, en fait. Donc, tout ce qui est représentation réelle de personnages autochtones, puis tout ce qu'on connaît, les clichés qui sont repris 1000 fois. Là. Mais c'est ça. Fait que ces temps-ci, je joue à des jeux vidéo, puis, puis je regarde ces personnages-là, puis comment ils sont bien ou mal représentés. Souvent, c'est plus mal que bien, mais donc c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Et puis, je suis d'ascendance abénaquise et franco-québécoise. Donc, franco-québécois du côté de ma mère et abénaquis du côté de mon père. Donc, la famille de mon père vient de la communauté d'Odanak à l'origine. Super. Merci, Simon. Donc, en fait, j'ai un peu pensé à faire cette discussion-là en comme trois angles de réflexion. Comme cette table ronde s'appelle Perspective autochtone, bien évidemment, on va discuter des perspectives autochtones, perspectives francophones autochtones. On va discuter donc les réalités des créateurs, créatrices autochtones, francophones ou bilingues au Québec, puis aussi au sein du Canada. Je pense que c'est des questions puis des discussions qu'on n'a pas souvent lieu d'avoir dans le milieu de l'art autochtone, je trouve. Alors, je suis vraiment contente de prendre le temps de discuter de tout ça aujourd'hui. Donc, évidemment, ça pourrait être une discussion de plusieurs jours parce que juste la table ronde aujourd'hui, on voit qu'on est de différentes réalités, différents lieux. Donc, il y a beaucoup à discuter, mais je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, le premier angle que j'aimerais aborder, c'est vraiment les réalités puis donc les expériences multiples autochtones francophones. On dit souvent que le terme double solitude, c'est vraiment souvent employé pour faire référence à la situation des créateurs, créatrices autochtones au Québec. Surtout parce qu'il y a souvent une opportunité de diffusion puis de création qui est différente selon qu'on parle français et anglais. Puis les voix des créateurs, créatrices autochtones francophones sont encore aujourd'hui beaucoup moins représentées dans le milieu des arts autochtones et canadiens. Ça s'améliore, ça change, mais il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-ci. C'est quelque chose au sein de ICCA qu'on essaie vraiment de travailler fort. Donc, ma première question pour vous, c'est en tant qu'artiste qui navigue à la fois là, dans les communautés autochtones, francophones et anglophones, c'est vraiment cette réalité-là qu'on a ici. Est-ce que c'est une réalité donc qui vous a affecté ou qui vous affecte dans votre carrière en ce moment, puis les défis que vous avez fait face dans le développement de vos projets dû à cette espèce de double solitude ou le fait d'être artiste francophone qui a commencé sa carrière au Québec, qui est peut-être maintenant rendu à Toronto comme Simon. Donc, j'aimerais qu'on commence un peu en discutant de ça, des défis ou pas que vous avez eu à faire. Donc, quelles sont un peu vos réflexions par rapport à ça? Je pense qu'on peut encore continuer dans le même cercle qu'on a commencé. On pourrait commencer donc avec Caroline.
Pardon, je vais enlever mon micro. Donc, je pense que déjà, c'est un grand privilège de pouvoir être bilingue. Ça facilite beaucoup de choses pour pouvoir travailler dans le milieu autochtone à travers le Canada. Je pense que si j'avais pas la capacité de parler anglais, je pense pas que je serais rendue où est-ce que je suis en ce moment, que ce soit autant dans ma carrière en cinéma que carrière en art visuel. Il y a des défis, c'est sûr. C'est un avantage quand même. Je pense que c'est toujours un avantage d'avoir plusieurs cultures, plusieurs expériences, plusieurs cordes à son arc. C'est quand même un privilège. Mais c'est sûr que dans le passé, j'ai quand même trouvé que il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans l'Ouest canadien qu'au Québec ou dans les provinces de l'Est en termes de vitalité, d'avant-gardisme, de production aussi en art contemporain ou même en cinéma. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans le côté autochtone anglophone qui est super intéressant, puis on entend moins parler de ce qui se passe au Québec. Puis souvent, je trouve que l'information, ça n'arrive pas toujours jusqu'au Québec non plus. Il faut vraiment soi-même faire ses propres recherches pour aller chercher qu'est-ce qui se passe en musique, qu'est-ce qui se passe en art contemporain du côté du BC, du Manitoba, dans les prairies. Donc, à ce niveau-là, je trouve que des fois, c'est un petit défi. Si on regarde aussi par rapport aux applications pour du financement, souvent, pour moi, c'est important de faire des projets en français parce que je trouve que je contribue quand même à quelque chose si je fais du contenu francophone. Je pense qu'on n'a pas tout le temps envie de s'adapter, de juste faire comme tout le monde pour être capable d'être mieux compris. On a quand même envie aussi d'avoir une meilleure visibilité, d'avoir une meilleure représentativité, donc de créer du contenu en français. Et des fois, ben, ça crée des barrières parce qu'au niveau des institutions, ben, il n'y a personne de l'autre côté qui est capable de répondre dans la langue qu'on a choisi d'appliquer le projet, par exemple. Si je pense dans un cas de cinéma, par exemple, avec Téléfilm Canada puis le programme autochtone, si j'écris un scénario complètement en français, est-ce que je vais pouvoir assister au même traitement qu'un projet en anglais, c'est-à-dire que le comité de pairs au complet va être capable de juger mon projet en français et de le comparer par rapport aux autres projets sur la table, autant anglophones que francophones. C'est là que je trouve qu'on devient toujours mis dans une boîte à côté parce qu'on est toujours, dès le départ, on est comme considéré différent, puis c'est pas tout le monde qui peut nous comprendre. Aussi, je trouve que, par exemple, quand ça arrive de donner des titres à mes œuvres, je me rends compte, moi, dans ma pratique, comment des fois, ben, souvent, je vais choisir de donner un titre en anglais pour qu'il y ait une meilleure visibilité parce que dans les titres que je donne à mes œuvres en art visuel, ben, il y a toujours une couche de sens qui vient accompagner l'œuvre tant que tel aussi. Et si je donne un titre en français, ben des fois, c'est tout un public qui peut pas répondre. Donc, je trouve qu'il y a certaines confrontations des fois dans des choix à faire au fur et à mesure de notre processus. Oui. Cette petite boîte-là, elle est très présente. Merci beaucoup pour ce partage-là. C'est super intéressant. Ça fait un bon début de discussion. Marie-Lie, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à ça aussi avec ton travail en lien avec les organismes autochtones, comme tu mentionnais peut-être? Oui, merci. Ouais, j'aime comment le mot que tu as utilisé, des boîtes. Puis moi, je struggle beaucoup avec ces catégories-là. Genre, comme j'ai grandi au Québec, puis j'étais plus anglophone, mais j'ai la famille francophone aussi. Puis, euh, genre, toute mon enfance, j'ai jamais eu la représentation de créateurs autochtones ou, genre, je voyais pas ça comme du monde comme moi qui voulait dessiner ou créer des choses sur la télévision. C'était juste comme, c'était pas vraiment la réalité pour du monde comme moi. Surtout, genre, la communauté Inuit, c'était pas très. C'est comme un peu rare, mais en tout cas, c'est vrai que être bilingue, c'est vraiment une
grande chose que je suis fière d'être capable de communiquer avec les communautés francophones et anglophones. Mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y a beaucoup plus d'opportunités artistiques offertes en anglais qu'en français, surtout pour la population autochtone francophone. Puis, j'ai pas beaucoup de liens dans cette communauté-là parce que il n'y a pas assez de plateformes pour connecter les communautés. Donc, ça a beaucoup affecté genre ma pratique artistique en termes de genre rencontrer d'autres artistes autochtones francophones au Québec. J'ai pas pu vraiment genre se rencontrer puis collaborer ensemble. Puis j'ai pas pu comme apprendre des autres autochtones, des artistes autochtones. Donc ça, c'était un défi pour moi. Aujourd'hui, c'est mieux parce qu'on a le social media, les médias sociaux, puis j'ai pu connecter avec du monde, mais dans le passé, on avait moins d'opportunités de faire ça. Donc, ouais, genre, ces catégories-là, sont vraiment, ça m'affecte beaucoup, puis j'aime pas comment on est comme mis dans des boîtes comme ça, puis c'est des parties de notre identité qui sont plus fluides, puis comme, je sais pas comment expliquer, mais ouais, bref, j'ai encore l'espoir pour le futur, mais... C'est bon d'avoir de l'espoir, mais oui, c'est important cette fluidité-là. Puis c'est quelque chose qu'on va discuter un petit peu plus dans mes autres questions. Merci pour ce partage. Simon, est-ce que tu voudrais un peu partager de tes expériences, de qu'est-ce que tu penses de cette question, en fait? Oui, ben, je trouve ça intéressant, pas pour trop parler de fluidité, si on va en parler plus tard, mais c'est le mot sur lequel j'ai accroché que Marie-Léa a dit. Puis c'est drôle, tu sais, moi j'ai grandi à Trois-Rivières, c'est une ville qui est plus francophone qu'anglophone, mais il y a quand même une historique anglophone puis protestante à Trois-Rivières. Donc, puis moi, j'ai été élevé, à la maison, on parlait français, mais son père était plus anglophone qu'autre chose. Puis bon, l'Abénaki, ça avait comme un peu sauté. Mon père a entendu un peu d'Abénaki quand il était jeune, mais c'était surtout du français et de l'anglais, bref. Puis moi, je suis allé à l'école en anglais à Trois-Rivières. Donc, j'étais comme un anglophone à Trois-Rivières, même si j'étais tout à fait francophone. Puis c'est ça. Fait que j'ai toujours été comme, je suis l'anglophone dans un contexte francophone, puis un francophone dans un contexte anglophone, juste parce que je parle les deux langues. Puis j'ai comme ce truc-là qui est comme différent des autres. Puis après, le côté autochtone, c'est comme un peu backseat, en tout cas quand j'étais jeune, parce qu'on n'était pas très proche de la communauté. Mon père n'avait pas une bonne relation avec son père, donc je suis allé voir quelques powwows, des trucs comme ça, mais il a fallu que je fasse ce travail-là par moi-même, de dire comme, OK, je suis francophone et anglophone, mais aussi autochtone. Puis là, genre, qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis là, il faut que tu navigues entre ces trois trucs-là. Puis c'est vraiment, en tout cas pour moi, à travers la pratique artistique que je commence, tu sais, j'ai 38 ans, tu sais, je suis comme, oui, je commence à comprendre un peu, genre, là d'où je viens, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça. Donc, je pense que c'est un travail constant. Mais effectivement, comme Caroline disait, tu sais, le fait d'être bilingue, soit pour appliquer à des bourses ou présenter du travail ailleurs, c'est comme un avantage incroyable là, au Canada parce que je me souviens, ma première expérience de résidence, c'était à Banff. J'ai eu comme la chance que ma première résidence était Banff. C'était vraiment comme le gros luxe. C'était en 2011. Puis j'étais avec des artistes d'un peu partout. C'était surtout des artistes canadiens, mais surtout d'expression anglaise. Donc, puis, tu sais, j'avais comme des contacts avec quelques artistes, mais pas beaucoup d'artistes autochtones francophones au Québec. Puis, tu sais, je savais qu'il y avait une culture artistique autochtone anglophone au Canada qui était très, très importante. Mais, tu sais, de me plonger dedans, d'être comme, oh shit, tu sais, genre, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses dont j'étais pas au courant du tout.
ça a été comme, à l'époque, pas un choc, mais tu sais, j'étais comme, oh wow, tu sais, je fais partie de quelque chose de beaucoup plus gros que ce que je pensais, en fait. Fait que, ouais, de pouvoir faire le pont entre les deux, c'est comme, ça n'a pas de prix, là. Puis, tu sais, même si j'ai été sollicité du côté francophone, autochtone pour faire des projets, parmi mes premiers projets, disons, dont les thématiques étaient proprement dites autochtones, j'ai eu plus d'avantages ou d'opportunités, disons, du côté anglophone, que ce soit un contexte autochtone ou juste non autochtone, peu importe. Mais oui, ça continue d'être quelque chose de challenging aussi. Je pense aux bourses, entre autres, je vais finir là-dessus, mais je pense aux bourses. C'est que des fois, je vais passer une bourse, puis justement, je pense au comité, comme Caroline disait, puis je suis comme, OK, est-ce que ça va être un comité plus anglophone ou plus francophone? Parce que je veux appliquer, des fois, j'écris en anglais parce que j'ai envie d'écrire en anglais, des fois, j'écris en français parce que j'ai envie d'écrire en français. Je suis comme, si le comité est plus francophone, je vais écrire en français. Parce que je sais que ça va passer par soit un traducteur ou que ça va comme, ça va être comme les derniers trucs à être présentés dans un comité ou ce genre de trucs-là. Fait que c'est vraiment une stratégie étrange qu'il faut peut-être des fois par rapport à toi-même ce que tu penses. Là. Puis bon, c'est un peu le cas partout dans le milieu artistique ou cinématographique ou autre, mais ouais, c'est complexe, disons. Oui, non, c'est très complexe. Puis c'est vrai qu'il y a cette adaptation-là que vous parliez pour les bourses, qu'il faut déjà s'adapter quand, quand tu parles plusieurs langues, puis que là, il faut tout mêler ça ensemble. En plus, il faut faire une autre adaptation pour le milieu, pour avoir des opportunités. Fait que ça devient assez lourd à porter. En fait, ben pour continuer dans cette même direction-là, ma deuxième question, c'est, on en a déjà discuté évidemment, mais juste aller un peu plus loin là-dedans, c'est que ben on entend aussi souvent, c'est ça, que d'être créateur, créatrice autochtone, francophone puis anglophone, ben ils n'entretiennent pas beaucoup de liens, comme Marie le mentionnait aussi, puis qui ne se connaissent pas beaucoup et qui c'est un peu toujours ben, les mêmes personnes qu'on voit quand il y a des opportunités de rencontres, etc. Puis, est-ce que vous avez des idées, par exemple, des outils qui aideraient à tisser des relations plus fortes ou des exemples de projets ou d'initiatives qui, pour vous, ont été vraiment bénéfiques pour faire des rencontres dans le passé? Donc, c'était un peu ça ma question par rapport vraiment à deux communautés, deux groupes qui se rencontrent de plus en plus, mais qui ont encore beaucoup de choses à faire. Fait que, voilà. On peut continuer encore dans le même cercle si ça vous dit. Caroline, c'est à toi. Très bien. Je pense que ce qui fait la force du côté anglais de la communauté autochtone anglophone, c'est aussi le réseau qu'elle s'est partie, puis comment elles sont capables de communiquer entre elles, toutes les différentes nations à travers les différentes provinces, mais aussi à l'international, que ce soit avec les Samis, les Maoris, l'Afrique du Sud. Je veux dire, il y a cette langue internationale qui est l'anglais. Quand on est francophone, autochtone au Québec, les 11 nations du Québec, l'anglais devient une troisième langue souvent, donc c'est déjà un petit peu plus difficile. Et je pense que c'est ça qui nous manque peut-être, c'est ce réseau beaucoup plus solide entre nous autres, puis peut-être d'aller chercher, il y en a des communautés internationales autochtones francophones, que ce soit Haïti, ou peut-être qu'il faudrait aller chercher là-bas des liens, des échanges, et nous, d'aller là-bas, qu'eux ils viennent ici, qu'on devienne peut-être ce hub aussi super trippant et super intéressant que d'autres communautés anglophones enverraient parce qu'il y a une culture qui est riche et il y a un échange dans la langue aussi. Je veux dire, on a une histoire commune de colonisation francophone, puis peut-être de partir de là, on peut construire là-dessus peut-être. Puis c'est sûr qu'après, il faut penser à l'échelle locale dans les régions qui est des centres pour pouvoir se rassembler, parce que même à Montréal, même s'il y a une communauté, moi qui est établie à Montréal en ce moment, il y a une communauté autochtone forte, mais on est quand même assez éparpillé dans la ville par rapport à d'autres villes comme Winnipeg, par exemple, où on n'a pas un centre pour se rassembler.
On vient de partir le centre Daphné, qui est le premier centre d'artistes autogérés au Québec en 2021. C'est quand même fou à croire. Mais on souhaite qu'un centre comme ça peut être le début peut-être d'échanges, de collaboration et de pouvoir grandir et de faire rayonner nos artistes, non seulement sur le territoire québécois, mais sur le territoire canadien puis à l'international aussi. Oui, j'allais dire Daphné qui ouvre cette année, c'est très excitant. Jamais trop tard. Puis je pense que c'est vrai que ça va sûrement aider à faire aussi des ponts à l'international. On oublie souvent l'international, mais comment aussi il y a beaucoup de communautés francophones autochtones ailleurs. Puis je pense que c'est important de ne pas les oublier puis d'essayer de faire des ponts avec eux. Super. Marie, est-ce que tu aurais des choses à dire par rapport à ça? Oui, j'ai vécu à Iqaluit, au Nunavut, pendant un an, il y a 3 ans. Puis là-bas, il y a une grande communauté francophone. Puis euh, c'est vraiment une belle chose que j'ai vécue. Il y a le Franco Center, c'est un milieu artistique où il y a des jam nights, il y a open mic, puis c'est du monde francophone puis anglophone qui se rencontrent là-bas. On joue la musique, il y a des spectacles. J'ai vu plein d'artistes québécois au Nunavut, puis c'était c'était vraiment la seule place où j'ai vu genre autant de collaboration entre les anglophones puis les francophones puis les Inuits puis c'était vraiment genre c'était juste une place dans la ville entre il y avait d'autres options aussi mais c'était une des plus grandes milieux artistiques donc aussi à Gatineau où est-ce que je suis présentement. En termes de communauté autochtone, organisme, je veux dire, je vois pas vraiment, genre, moi, je vais à Ottawa pour faire des workshops avec des Inuits, puis il y a le Ottawa Native Friendship Center, c'est genre le centre amitié autochtone à Ottawa, mais c'est juste c'est un peu triste qu'on n'a pas vraiment ça ici à Gatineau sur le côté Québec. Surtout avec la pandémie, on ne peut pas vraiment voyager là-bas. Donc, je pense, que ça prend vraiment des lieux physiques pour avoir ces opportunités de collaboration. Puis, juste être capable de rencontrer puis apprendre de un à l'autre. Peu importe c'est quoi l'activité, la culture, c'est quelque chose qui nous unit. Genre, ça nous met tout le monde ensemble, puis c'est beau. Donc, ouais. C'est quelque chose que j'aimerais voir plus au Québec. Ah ouais, ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de lieux. Puis c'est un manque qui est là depuis des années. Puis qui est, c'est ça, comme, tu sais, Daphné est par exemple le seul centre d'artistes autochtones du Québec. C'est quand même fou après toutes ces années-là. Donc, ouais, il y a beaucoup de travail à faire. Merci, Marélie. Et puis, Simon, est-ce que tu as des trucs que tu voudrais nous partager aussi? Oui, ben c'est intéressant. Ouais, c'est drôle. Je me souviens d'avoir vu passer les nouvelles du Centre Daphné quand c'est passé, puis j'étais comme, quoi? Genre, puis je savais, dans le fond, qu'il n'y en avait pas de centre autochtone, de centre. C'est un centre d'artistes autogéré, oui? Oui. Mais ça m'avait quand même comme un peu jeté à terre. Tu sais, j'habite plus au Québec, fait que, comme des fois les nouvelles me viennent un peu sur le tard. Mais tu sais, je pense à, tu sais, quand je commençais moi-même à vouloir faire ma propre culture artistique autochtone, quand j'avais comme, genre, peut-être 19, 20 ans, quelque chose comme ça, puis d'aller au Festival Présence autochtone, par exemple, à Montréal. J'habitais à Montréal à l'époque, puis bon, j'ai fait des études en cinéma, donc j'étais plus du côté cinéma à ce moment-là.
puis de découvrir, tu sais, à cet âge tardif, j'étais comme, quoi, il y a des peuples autochtones en Nouvelle-Zélande? Tu sais, j'étais comme, tu sais, je savais même pas, tu sais, je pense qu'il y avait le film Eagle vs. Shark de Taika Waititi qui avait été présenté. Je me souviens, je regardais le film, j'étais comme, c'est pas un film autochtone, ça? Puis ça m'a pris vraiment du temps à réaliser comme, ah, OK, non, le réalisateur est autochtone, puis cet acteur, en tout cas, bref. Fait que, ça pour dire que, oui, j'aimerais voir quelque chose peut-être d'équivalent à la présence autochtone, qui ferait un showcase d'art visuel puis d'art contemporain autochtone d'une manière plus large. Parce que sinon, c'est ça, il faut que tu t'aies fouillé des fois dans des expos, puis t'es comme, tu cherches le nom de l'artiste autochtone, peut-être, qui est présenté dans l'expo, un truc comme ça. Même l'expo, c'était quoi, au National Gallery à Badaconey, je pense que la seule personne d'expression francophone dans cette expo-là, c'était Caroline, il me semble. Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Caroline, tu peux peut-être me corriger. Je ne sais pas. À mon avis, il devait quand même y en avoir d'autres. En tout cas, okay. Je le souhaite que je n'étais pas la seule. Ben, juste de se poser cette question-là, ça veut quand même dire que, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut être certain de savoir qu'il va y avoir beaucoup d'artistes autochtones francophones. Ça manque de visibilité. Ouais. En tout cas, ça pour dire que, je sais pas, c'est pas vraiment des outils, en fait, c'est plus comme des trucs que j'ai remarqués, mais oui, peut-être quelque chose comme Daphné, c'est effectivement un bon début. Sinon, oui, des résidences d'artistes, je pense au British Council au Canada qui fait beaucoup d'échanges entre le Québec puis le UK, puis le Québec puis le reste du Canada, mais d'avoir un équivalent, comme Caroline disait, peut-être que le Québec soit un hub de peuples autochtones autres, d'expression francophone qu'on ne verrait pas nécessairement ailleurs. Ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis je pense que c'est quelque chose que le Conseil des arts du Québec puis même le Conseil des arts du Canada serait en mesure de faire, de dire comme OK, on est habitué de faire un type de financement X pour un type d'échange X ou de dire on va envoyer un artiste québécois dans une communauté nordique ou quelque chose comme ça, mais de voir pas que ces trucs-là, c'est pas important, c'est important évidemment, mais de voir plus grand et de dire comme OK, on peut étendre, on peut élargir nos horizons aussi à ce niveau-là. Mais c'est ça, je pense que je me trompe pas, je pense en disant que c'est beaucoup une question de financement et de volonté de la part d'organismes qui sont capables de mettre ces projets-là en œuvre. Ça n'en vient pas nécessairement aux individus comme nous de mettre ça sur pied, quoique ça prend du monde comme nous pour le faire. Ouais. Ben oui, ben justement, on espère que des gens qui ont le pouvoir et le financement vont écouter cette table ronde et que ça va leur donner des bonnes idées. En fait, ben, j'aimerais continuer avec le deuxième angle de discussion qui est toujours évidemment dans cette idée de perspective francophone et réalité francophone. Donc, mon deuxième angle, c'est plus parler un peu d'accessibilité puis de redevabilité. Donc, pour les créatrices autochtones, de la part donc des institutions, galeries et organismes culturels. Il y a vraiment une tendance du milieu de l'art québécois-canadien des mots-clés inclusion et décolonisation qu'on entend évidemment depuis quelques années maintenant, qui est parfois une performance un peu de leur part, qui est parfois vraiment réel et de bonne volonté, ça dépend vraiment. Mais donc, c'est vraiment deux mots, deux concepts qui sont très populaires depuis quelques années. Puis, par rapport à tout ça, est-ce que vous trouvez que donc, les communautés dans lesquelles vous êtes sont vraiment respectées, entendues, puis ont accès donc à ces programmations-là culturelles, puis aux espaces, événements autochtones qui sont organisés par les institutions, par les galeries? On a un peu touché là-dessus, comment il manque de lieux, mais est-ce que vous trouvez que qu'est-ce qui est organisé du point de vue autochtone, donc par les organismes culturels, etc., vous représente, puis est-ce que vous trouvez qu'il devrait avoir plus, qu'il soit différent? Donc, un peu parler de cette accessibilité-là, donc spécialement pour les artistes francophones autochtones. Donc, on peut commencer avec Caroline, encore une fois. C'est une question qui est quand même assez complexe, je pense, mais j'ai l'impression que les institutions
au Québec sont en train de réaliser le rôle qu'elles peuvent jouer pour avoir une certaine inclusion, une représentation autochtone à l'intérieur de leurs institutions. J'espère que ce n'est pas un effet de mode qui vient du 375e de Montréal et du 150e du Canada. À ce moment-là, il y a eu vraiment une volonté de mettre de l'avant les communautés autochtones, la représentation autochtone. Peut-être qu'on s'est rendu compte, la population, le public s'est rendu compte que c'était intéressant ce qui se faisait dans le milieu autochtone en art contemporain, sur toutes les scènes artistiques, en fait. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait, que c'était des voix originales. Puis on voit que ça continue un peu. Des fois, je me demande où je me sens confrontée à certaines institutions ou certains projets quand on m'approche de fitter dans une case et sous une étiquette avec une certaine facture visuelle qui s'attendent. Puis moi, dans ma pratique, dès le début, j'essaie de décloisonner ces préconceptions, d'aller au-delà des attentes puis des stéréotypes. Je veux faire un travail qui est contemporain, qui est moderne, qui reflète aussi ma réalité moderne et urbaine. Donc, des fois, je trouve que les attentes sont pas exactement ce que moi, j'ai envie de faire en tant qu'artiste. Puis on me met dans une case en tant que femme autochtone et qu'il faut parler de certaines choses, alors que je pourrais peut-être très bien parler d'architecture ou vouloir mettre de la musique heavy metal dans une vidéo. Donc, tu sais, je pense qu'il y a de l'éducation encore à faire à ce niveau-là. Il y a un certain romantisme, des fois, qui est attaché à cette représentation, expression autochtone. Puis des fois, on est en train de le faire très bien. Là, on travaille très fort tous ensemble pour que ça casser un peu cette image romantique. Mais c'est ça que je pense. J'espère que tu vas mettre du heavy metal dans tes œuvres. J'ai hâte. Marie-Lie, est-ce que c'est des réalités aussi que tu reconnais aussi peut-être dans ta communauté aussi Inuit et aussi à Gatineau? Tu as parlé un peu du fait qu'à Gatineau, il n'y avait vraiment pas assez de choses qui se faisaient, mais qu'est-ce qui se fait du côté autochtone? Est-ce que tu trouves que ça représente, que ça respecte aussi ta communauté, tes perspectives, etc.? Je pense que dans ma communauté, il n'y a pas assez de représentation pour faire un exemple, mais je pense que ça prend vraiment comme vous avez déjà dit, la représentation. Donc, ça veut dire des événements led, genre organisés par les autochtones, les groupes autochtones, puis genre vraiment mettre l'effort sur donner une plateforme pour les programmations culturelles pour que ça soit vraiment fait par les Autochtones, les communautés autochtones, puis pas juste une communauté en particulier, parce qu'on sait au Québec, il y a une multitude de cultures, puis histoires, puis sont toutes diverses, puis uniques. Donc, on peut pas vraiment, genre, mettre la job ou le travail sur une en particulier. La décolonisation, je pense que ça représente toutes les nations, puis les populations qui sont ici au Québec présentement, dans les communautés. Puis, ouais, c'est ça. C'est bon. Merci beaucoup. Et toi, Simon, aussi dans ta réalité aussi de Toronto, est-ce que tu as maintenant une perspective, je dirais, plus extérieure? Parce que tu n'habites plus au Québec depuis des années, mais quelques années, je ne sais pas si des années, mais donc oui, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, ben ça va faire 10 ans en fait que j'habite plus au Québec cette année, donc ça fait déjà longtemps, c'est étrange. Mais ouais,
C'est drôle, tu sais, je pense, Caroline parlait du 150e anniversaire de la Confédération, puis tu sais, je pensais comme aux opportunités que j'ai vues en 2016, 2017, 2018. C'était comme tout d'un coup, tu sais, bon, je dirais jusqu'à 2018, je faisais pas un travail qui était comme visuellement, je disais, ah oui, ça c'est du travail d'un artiste autochtone, c'est certain, parce qu'il y a des plumes, puis je sais pas quoi, tu sais. Mais tout d'un coup, le fait que j'étais autochtone, c'était comme, il y a du monde que je connaissais même pas qui était comme, ah, ben on va le, un artiste autochtone, genre ça nous en prend un autre ou je sais pas quoi, fait on va le contacter. Je m'en plains pas, j'étais content de pouvoir travailler, mais c'est comme, par exemple, on m'avait demandé de parler d'une expo au Power Plant en 2019, je crois, où il y avait c'est un artiste allemand qui faisait du travail vidéo, qui travaillait beaucoup en collaboration avec plusieurs genres de personnes, dont un peuple autochtone d'Amérique du Sud. Puis en tout cas, je me suis posé la question en le faisant, j'étais comme, est-ce qu'ils m'ont juste contacté parce que je suis un artiste qui dit qu'il est autochtone, puis qu'il y a cette œuvre-là qui parle d'une question autochtone, puis en tout cas. Mais bref, je me suis rendu sur place, puis j'ai parlé de l'expo, mais je l'ai complètement blasté parce que cette œuvre-là, c'était aucunement une collaboration, en fait, c'était vraiment carrément de l'appropriation. Puis c'est juste drôle de voir, c'est comme, ah, tu sais, ça prend encore quelqu'un qui est comme au fait de ça pour comme, tu sais, c'est comme toute l'histoire de SLAP et tout ça, que c'est genre, ça a passé par tous ces comités-là, ça a passé par tous ces trucs de financement-là, tu sais, il y a des gens qui ont collaboré, nanana, puis il n'y a personne qui s'est rendu compte avant le moment de l'expo que genre un autochtone se pointe pour en parler, pour réaliser comme, oups, tu sais, il y a peut-être un petit problème ici. Fait que c'est ça, c'est toujours étrange de réaliser, encore comme Caroline disait, qu'il y a comme cette notion-là de romantisme ou de cette personne-là, parce qu'elle se dit autochtone, va se représenter d'une telle manière ou va comme avoir quelque chose de positif à dire par rapport à X, Y, Z, mais je pense que c'est juste le petit panneau qu'on a ici, on en est la preuve qu'il y a une multiplicité déjà énorme, là, fait que, en tout cas, je ne sais pas si ça répond à la question, mais ben oui, effectivement, cette question-là de performance, d'inclusion, c'est encore c'est hyper commun, puis on continue de le vivre, puis je sais pas, dans mon cas, c'est toujours, bon, je suis peut-être un peu comme tout le temps, ça me frustre un peu ces situations-là, mais surtout le travail récent que je fais, ça critique justement la perspective non autochtone des peuples autochtones. Fait que, je me fais presque un devoir de faire un pied de nez ou de point out ces affaires-là, parce que je suis comme, tu sais, gang, comment on est en 2021, là, on peut-tu comme avancer un peu? Fait que ouais, je suis toujours un peu surpris, en fait, de réaliser que ces trucs-là perdurent, même dans des contextes urbains, soi-disant woke ou que tu t'attendrais, que justement du milieu anglophone versus le milieu francophone, parce qu'on sait qu'au Québec, il y a encore beaucoup de travail à faire côté inclusion, puis au côté juste même, je ne sais pas si au Québec on fait des reconnaissances du territoire dans les institutions muséales ou autres, mais moi, ça m'a pris d'aller au Canada anglais pour réaliser que les gens faisaient ça, même si c'est bon, c'est rendu un peu une joke dans certains cas, là, ces trucs-là. Là. Mais ouais, bref, il y a encore du chemin à faire, comme on le sait. Exactement. Oui, la question aussi de qui est woke, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui l'est pas, c'est des questions assez complexes. En fait, pour continuer un peu là-dedans, nous, au sein du collectif des commissaires autochtones, notre travail aussi est vraiment, oui, de faire une programmation culturelle par et pour la communauté artistique autochtone, mais aussi, on veut vraiment essayer de bâtir, comment dire, des relations plus saines avec les institutions, avec les organismes autochtones, puis être certain que ces lieux-là avec lesquels on veut collaborer ou leur façon de travailler soient des lieux plus sûrs, plus équitables pour les artistes, pour les commissaires, pour les travailleurs culturels autochtones qui viennent travailler dans leurs lieux. Parce que c'est encore des lieux souvent très colonisés avec des façons de travailler qui ne représentent pas nécessairement les communautés.
Donc, en fait, ma question est vraiment par rapport à ça, en termes d'accessibilité, encore une fois, un peu de redevabilité aussi. Selon vous, est-ce que vous trouvez ou est-ce qu'il y a des façons, en fait, que les institutions, organismes culturels, plus particulièrement au Québec, parce qu'on parle plus ici de la francophonie, mais comment vous pensez que ces institutions, organismes pourraient offrir des lieux plus sûrs, plus équitables pour vos communautés? Puis est-ce que vous avez, par exemple, des exemples d'initiatives qui ont été faites dans des peut-être musées, galeries, ensemble d'artistes que vous trouvez que ce seraient des modèles à suivre? C'est une question, encore une fois, un peu complexe, mais celle-là, je vais la laisser ouvrir à tout le monde, puis qui veut parler en premier peut y aller. Comme ça peut laisser du temps à d'autres personnes de réfléchir. Donc voilà, c'est un peu ça ma question. Ben, je viens de parler, mais je peux me lancer. Ben oui, vas-y, c'est bon. C'est bon. Ben, je pensais à, bon, forcément, oui, d'avoir une représentation sur comme les CA, puis juste même du côté des employés des organismes et des musées, c'est indispensable. Là. Je pense que je regardais, je me souviens plus trop c'est quelle institution, ça devait être le AGO ou un truc comme ça. C'est un gros musée où j'étais comme, oui, comment ça se fait que tout le monde est encore blanc là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Ou majorité genre écrasante, là, blanche ou non autochtone ou no people of color. Comme, en tout cas, ça me laisse toujours un peu comme. J'essaie de ne pas trop me fâcher après ces trucs-là, mais je pense qu'il faut être fâché. Je pense que d'un autre côté aussi, sans nécessairement se préoccuper de ça, de cette représentation-là, si tu es une institution qui est historiquement non autochtone ou blanche ou peu importe, ou settler, si tu invites un artiste autochtone ou des artistes autochtones, si tu veux faire une expo parce que tu as eu du financement pour ce genre de trucs-là, faites un peu de recherche. Je veux dire, je me suis retrouvé dans des situations où, moi, quelqu'un qui a été élevé, je veux dire, en blanc, en grande partie, qui a dû faire ma propre éducation côté histoire puis côté art autochtone et tout, de pas juste s'attendre à ce que les artistes autochtones, puis on voit ça avec des artistes noirs, des artistes asiatiques, canadiens, qui se font dire comme oui, mais tu sais, genre, éduque-nous, dis-nous comment il faut qu'on pense ou comment il faut qu'on traite la question. Mais tu sais, que ces institutions-là ou ces individus-là fassent leur propre recherche, qu'il y ait un peu de curiosité parce que ça ne peut pas relever juste des artistes autochtones ou francophones ou francophones autochtones de faire tout ce travail-là non plus ou de se pointer puis d'avoir toutes les réponses à leurs questions. C'est juste pas réaliste. Donc moi, j'aimerais ça avoir un peu plus de travail de ce côté-là, en partant en tout cas. C'est un très bon point. C'est vrai qu'il y a un grand labeur émotionnel aussi qui est fait des côtés des artistes autochtones ou commissaires, etc., qui ne sont pas vraiment reconnus par les institutions. Caroline ou Marélie, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez ajouter? Je pense que c'est vrai qu'on est tout le temps en position presque d'éducation envers l'autre. Puis ça peut devenir assez fatigant à la longue de le refaire à chaque fois, le même processus d'éduquer autour de nous les façons de faire et les approches. Il y a aussi un rythme, en tout cas moi je trouve qu'un rythme qui est parfois différent au niveau des horaires, au niveau des échéances, au niveau de rentrer dans une façon de créer qui a déjà été préétablie par un système qui est en place. Puis je pense que nous, on essaie de réétablir notre propre système selon notre propre système de valeurs et de façon de faire et de structure. Et parfois, il y a un travail avec des anciens, par exemple, ou avec ceux qui peuvent, les gardiens de la langue ou n'importe quoi, des façons de travailler qui ne sont pas les mêmes. Il faut se déplacer pour aller voir en personne, c'est pas par email. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses, des fois, dans l'approche créative qui n'est pas toujours pareil. Puis le côté très rapide de travailler, d'être très productif, faut laisser place souvent à un processus créatif et d'échange avec l'autre qui n'est pas tout le temps respecté dans certaines institutions. Puis je trouve que c'est là où il y a un décalage parfois. Effectivement, l'idée de l'urgence, du travail très, très strict établi, c'est quelque chose de très difficile à suivre, puis qu'encore aujourd'hui, les organismes ont de la misère à se défaire de ça.
Marie-Lie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, certainement. C'était vraiment bien dit. Puis ça me fait penser à, je pense que ça commence vraiment avec la dialogue, juste de parler, de discuter de comment la, la réalité des communautés autochtones aujourd'hui au Québec, juste de admettre qu'il y a une certaine inégalité, puis juste de le dire. Euh, Juste d'être capable de réfléchir sur le fait, euh, ça commence là, puis ça commence avec la discussion. Juste, je pense qu'il manque vraiment juste ça, de la parole des communautés. Faut commencer par quelque chose, puis je pense que Non, totalement. Je pense que tu as raison. La parole, l'écoute, qui est quelque chose que je pense que les institutions puis les organismes ne sont pas habitués d'écouter puis de laisser la parole parce qu'ils sont justement dans cette urgence-là de produire, de, 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 de vouloir avancer vite dans une production qui n'est pas réelle, qui est pas très... qui ne respecte pas vraiment nécessairement ce que les artistes veulent. C'est exactement ça. Il y a une étape qui est manquée, comme tu dis. Super. Ben, en fait, mon troisième angle de, de discussion, parce que ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble, c'est fou, mais c'est vrai. Je voudrais aller dans quelque chose de peut-être un peu plus, pas joyeux, mais parler un peu du futur, en fait, puis des rêves pour vos communautés en général. Donc, ma première question par rapport à ça, c'est quelles ressources que vous aimeriez avoir pour pouvoir créer puis avancer dans vos projets, mais que ce soit des ressources pour vous personnelles, mais aussi pour vos communautés, pour les artistes avec lesquels vous collaborez, pour vos amis, pour les aînés dans vos communautés. Donc, qu'est-ce que vous trouvez qui manquait vraiment là, pour pouvoir réaliser des projets que des fois vous vous dites, j'aimerais ça faire ça, puis on dirait que je peux pas avoir les ressources dont j'ai besoin. Donc, peut-être qu'on pourrait aller recommencer de l'autre côté avec Simon. Ouais, moi, c'est un peu mon problème en tant que personne puis en tant qu'artiste, c'est que des fois, j'ai du mal à voir le positif ou à voir de l'avant puis à trouver des réponses à ces questions-là. Donc, ça, en relisant les questions avant la discussion, j'étais comme, quelle ressource est-ce que j'aimerais avoir? Je ne sais pas, en fait. Je ne sais vraiment pas. Moi, je dirais d'abord que je me considère extrêmement chanceux. Tu sais, on parlait du bilinguisme tantôt, d'avoir pu grandir avec les deux langues, d'avoir, comme je disais, j'ai pas grandi en réserve. J'ai eu tellement d'avantages par rapport à tellement d'artistes francophones que d'une part, j'ai un peu du mal pas à me plaindre, mais à dire comme ah, j'en veux plus parce que j'en ai eu tellement en fait. Puis j'essaie de penser aux autres, j'essaie de penser ce que les autres personnes auraient besoin. Puis bon, je ne sais pas si ça répond à la question directement, mais on parlait d'institutions muséales tantôt, puis bon, c'est peut-être mon côté traducteur aussi, mais euh, c'est tellement rare qu'on voit des trucs dans les langues autochtones du Canada, puis il n'y en a pas juste deux comme l'anglais et le français. Puis d'avoir un certain accès pour les gens qui sont plus à l'aise dans leur langue autochtone que dans l'anglais ou le français, même au Conseil des arts du Canada, je sais qu'il y a des ressources à ce niveau-là dans certains cas, mais disons que la porte d'entrée, genre on its face, c'est pas accueillant des fois ces trucs-là. Puis que ce soit dans les musées ou justement au côté financement, ce genre de trucs-là. Je vois, par exemple, justement au AGO, ça, c'est assez positif que maintenant, dans certaines expos, pas toutes les expos, ça c'est un peu un problème, en tout cas, que tu as des textes français, anglais, puis en langue autochtone, donc en Anishinaabe. Donc, tu sais, qu'il y a un effort de ce côté-là, mais c'est pas un truc qui est généralisé. C'est pas un truc, je sais pas, ouais, je sais pas en fait. C'est de voir des trucs qui seraient plus... En fait, oui, tout ce qui touche revitalisation de la langue, à mon sens, c'est comme quelque chose d'extrêmement important. Puis bon, moi, je viens d'une communauté qui est
les Abénaquis, on est désavantagés dans le sens de la langue parce que c'est une langue qui se meurt. Il y a de la revitalisation qui se fait en ce moment, mais ça a pris des efforts du côté non autochtone pour que ça commence à se réaliser. Donc, ouais. Donc, moi, c'est la langue, les langues autochtones. C'est la première chose qui me vient à l'esprit, en tout cas. Non, c'est un très bon point. L'accessibilité aux langues, puis aussi la souveraineté des langues autochtones qui est souvent mis de côté dans le milieu de l'art puis dans les institutions. C'est un très bon point. Tu as bien répondu à la question. Caroline, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Bien, moi, hands down, ça serait de la formation pour les jeunes ou pour les techniciens. Je trouve ça tellement difficile de pouvoir trouver des collaborateurs, des techniciens qui sont issus des communautés autochtones francophones. Souvent, quand je veux trouver, ça peut être n'importe quoi, mais je fais une série photo, j'ai besoin de costumes, maquillage, directeur photo, photographe, n'importe quoi, des techniciens avec qui je peux collaborer, qui vont comprendre ma vision jusqu'au bout, qui vont comprendre aussi avec les communautés dans lesquelles on travaille, qui vont comprendre si je parle d'une thématique ou d'un sujet important par rapport à la représentation des femmes autochtones à l'écran au Canada, mais qui va comprendre ce que ça représente aussi, ou si on parle des pensionnats. En tout cas, je veux juste dire des collaborateurs vraiment qui... il en manque, en tout cas, du côté autochtone, francophone, des techniciens. Il faut de la formation, puis il faut former les jeunes, je pense. Exactement, le mentorat aussi qui fait comme tout partie de ça, c'est effectivement quelque chose de vraiment important puis qui manque. Marélie, est-ce que tu as aussi des idées ou par rapport à ton expérience aussi personnelle? Je suis complètement d'accord avec les points qui ont été dits, comme la formation, l'éducation, c'est quelque chose que quand je grandissais, quand j'étais jeune, juste avoir un espace où est-ce que je puisse comme discuter puis apprendre sur la culture autochtone, puis apprendre l'art autochtone, puis pas juste lire des dates puis les histoires dans une textbook. Puis, ouais, je pense que c'est vraiment important, comme Caroline a dit, la jeunesse, de commencer, parce que juste avoir, ça peut tout changer pour le futur des, des jeunes, pour le futur. Puis, je pense que c'est un niveau de confiance aussi en soi, puis dans son identité qui change beaucoup de choses aussi. Donc, je pense qu'en termes de ressources, je pense que vraiment l'éducation puis la représentation là-dedans, dans le milieu, puis juste avoir genre des expériences aussi, des expériences de collaborer comme on a mentionné, juste de gather puis partager ça. Super, exactement. Et donc, en fait, j'ai une dernière question. Ben, en fait, j'en ai deux, mais celle-là, c'est plus la question en lien avec encore un peu futur, rêve pour vos communautés, des besoins. En fait, ma question est assez large, mais c'est une question qui, je pense, est vraiment le fun à penser puis à rêver un peu. C'est quels sont en fait vos rêves pour un futur qui est brillant, qui est intéressant, qui bouge pour les artistes, commissaires, travailleurs culturels autochtones qui vivent au Québec plus spécifiquement? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le futur? Comment vous voyez le futur pour les artistes autochtones francophones, mais aussi anglophones? Bref, au Québec, qui est tellement un milieu très spécifique et une réalité assez spécifique ici. Donc, c'est un peu ça ma question. Celle-là, on peut vraiment aussi aller selon qui veut parler de rêve. Moi, j'adore parler des rêves. Mais moi, je dirais, je rêve d'une autodétermination sur les histoires qui nous appartiennent, puis que
On est de plus en plus de visibilité dans les institutions et dans les programmes, qu'on soit plus confiné dans des expositions de groupe, par exemple, ou dans des expositions autochtones, mais qu'on puisse rayonner comme n'importe quel artiste sur des scènes internationales et que on ne soit plus, qu'on soit valorisé pour le travail qu'on fait, la contribution qu'on fait à la société canadienne et québécoise. Et tout en respectant les différences qu'on a à l'intérieur de nos propres nations aussi. Ah, c'est beau. Marélie ou Simon, peut-être? Ouais, ben en fait, c'est drôle parce que j'allais dire presque exactement la même chose que Caroline vient de dire, mais j'avais juste pris quelques notes puis j'avais écrit qu'il y ait moins de distinction forcée entre les artistes autochtones et les non-autochtones. Donc, ça abonde un peu dans le même sens. C'est qu'on n'ait pas à se dire comme... ben, c'est comme en anglais, c'est plus évident parce que le mot indigenous vient avant artist. Fait que c'est indigenous artist, mais juste comme artist who is indigenous ou who happens to be indigenous. C'est comme, c'est pas nécessairement le qualificatif autochtone qui définit la personne non plus. T'sais. Même si ça fait partie de son travail, ça fait partie de son histoire, ça fait partie de des trucs dont elle veut parler, mais que ce soit qu'on soit sur un pied, bon, pied d'égalité, c'est peut-être rêver gros, mais qu'il y ait moins cet addendum, disons, de dire comme genre, cette personne-là est bonne pour she's pretty good or he's pretty good for an indigenous artist ou ce genre de dialogue-là qu'on entend encore souvent maintenant, je trouve. Parce que il y a énormément de talent, puis je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir autant de différenciation, disons, entre plusieurs groupes. Mm-hmm. Et Marélie, est-ce que tu as des rêves, le futur, comment tu le vois un peu pour toi, puis aussi donc pour les gens autour de toi, communauté, etc.? Oups, je pense que ton micro est fermé. Voilà. Ah, excuse. Ouais, c'est vraiment une grande question. Genre, je pense que quelque chose que Simon a mentionné à propos de la langue, c'est vrai. J'aimerais ça voir les langues autochtones mis en valeur, genre en égalité avec les langues français puis anglais. Puis on voit vraiment une hiérarchie qui s'est mise en place. Puis c'est vraiment triste qu'on a ces attitudes-là envers les Autochtones, comme si... ouais. Puis j'aimerais juste voir que les artistes sont respectés au Québec autant que... puis autant que les autres artistes non autochtones. Puis j'aimerais juste voir les artistes autochtones prendre leur place, puis avoir la confiance à faire ça dans les milieux partout au Québec. Puis je pense que c'est quelque chose qui, pour moi personnellement, j'ai pas tout le temps eu la confiance à faire ça au Québec. Ça m'a pris genre des voyages au Canada, au Nunavut, puis en Nouvelle-Zélande pour vraiment être fière de ma culture, puis vouloir le partager parce que j'ai pas eu cette chance de faire ça au Québec. Puis ouais, j'ai beaucoup d'espoir pour les artistes, puis j'aimerais ça voir tout le monde fier, puis partager leur vie, puis l'art. Ben, ça, c'est un très beau message. Et c'est des très beaux souhaits aussi pour les communautés. Super. En fait, en conclusion pour la discussion, j'aimerais ça, si ça vous tente, de partager soit un artiste, commissaire, un aîné, quelqu'un de votre communauté ou pas, dont le travail, la pratique artistique vous inspire vraiment.
à tous les jours ou à un projet spécifique, ou ça peut être quelqu'un que vous aimeriez, que vous pensez que ce serait vraiment important de découvrir le travail, par exemple. Donc, quelqu'un que vous aimeriez ou qui vous disait intéressez-vous à cet artiste-là, c'est super important. Donc, c'est ma dernière petite question en conclusion. On peut y aller peut-être avec Simon. Je me suis unmute. Ouais, c'est drôle. J'étais comme, je cherchais à trouver des artistes. J'étais comme, OK, c'est qui les underdogs là, qu'il faut vraiment qu'on fasse la promotion? Puis les premières personnes qui me venaient en tête, j'étais comme, ah non, c'était qui les personnes qui ont été comme des aînés ou des personnes qui m'ont aidé à en apprendre plus sur les cultures autochtones, sur l'art autochtone, tout ça. Puis tout de suite, j'ai pensé à Alanis Obomsawin, mais c'est comme un peu une évidence. Mais c'est quelqu'un que même avant que je me pose des questions sur mon identité puis sur l'identité autochtone, qui était comme là, qui était comme juste présente dans ma vie. On pouvait voir ces trucs à la télé pendant après la crise d'Oka et tout. Je pense que j'ai vu ces films sans même le savoir, mais c'est quelqu'un qui a affecté ma vie dès le début, puis ma vision des peuples autochtones dès le début. Fait que, ouais, shout-out à Alanis Obomsawin, même si elle n'a pas besoin de shout-out nécessairement. Puis, ouais, je voulais nommer aussi Sherry Farrell Rassett, qui a été vraiment importante dans mon éducation artistique quand j'étudiais à Concordia. Puis, côté artistique, je pensais je vais oublier son nom, attends. Oui, Meryl McMaster. Bon, j'ai fait des études en photographie aussi, puis j'ai passé beaucoup de temps à prendre des photos et tout. Puis j'ai passé une période de ma vie où j'en avais vraiment marre de la photo. Puis à chaque fois que je voyais des artistes qui travaillaient en photo, j'étais comme, ça m'intéresse pas parce que j'en avais trop fait ou j'en avais trop vu. Puis quand j'ai vu son travail pour la première fois, Meryl McMaster, j'étais juste comme complètement, vraiment impressionné, puis vraiment comme ça faisait longtemps que je n'avais pas envie d'interagir avec une photo à ce niveau-là. Fait que je pense que son travail, c'est vraiment incroyable, puis qu'elle fait quelque chose de vraiment unique, puis vraiment formidable, puis imaginatif, puis sensible, puis qui fait référence à l'histoire en même temps. Fait que je pense que, en tout cas, son travail, elle, m'impressionne beaucoup. Puis je pense que, encore là, je pense que le monde la connaît, mais, mais je trouve que c'est quelqu'un d'important. Oui, effectivement. Eh bien, tout le monde la connaît, mais il n'y a pas tout le monde qui connaît. C'est toujours important aussi de se rappeler des gens qui ont ouvert le chemin aussi, comme Alanis Obomsawin ou Cheryl aussi. Caroline, est-ce que tu as des noms que tu aimerais nous partager? Moi, je trouve que c'est une question qui est difficile parce qu'il y a tellement de gens extraordinaires qui font des choses extraordinaires en ce moment. C'est dur d'en choisir seulement quelques-uns, mais je dirais la plus vieille génération qui ont fait le sentier pour qu'on puisse faire le travail qu'on fait aujourd'hui. C'est sûr, il y a Alanis Obomsawin, il y a aussi Rita Letendre, il y a Joséphine Bacon, plus récemment Nadia Mir, qui a eu une influence dans les débuts de ma pratique, moi, Hannah Klaus, Skawanati, qui n'est pas francophone, mais quand même qui vit au Québec. Puis plus récemment, la nouvelle génération à surveiller, je pense que c'est Miki Ottawa, Catherine Boivin, Ruoma Washish, définitivement francophone et fière de l'être au Québec. Oui, c'est vrai. Et Marélie, est-ce que tu penses à des gens qui t'inspirent aussi? Oui, Alanis Obomsawin, c'est une les premières qui m'a inspirée dans le côté de film puis vidéo. Aussi, j'adore le travail de Elisa P. Elle vient de Nunavik, puis ses films, puis son travail dans les documentaires, c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré à raconter mon histoire, puis vraiment apprendre plus sur ma culture, puis aussi une auteure que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est Noémie Fontaine, une auteure qui a écrit Kessipan. Puis il y a un film maintenant. C'est vraiment inspirant de voir les artistes et auteurs francophones qui percent vraiment dans l'industrie
moderne ou l'industrie aujourd'hui. Merci. Aussi des très beaux noms. C'est vrai qu'on pourrait parler de gens qui inspirent pendant des heures. Ça pourrait être juste une discussion autour de ça. Mais bon, c'est ça qui est ça. Mais mais merci beaucoup pour la discussion. Je pense qu'on aurait pu continuer encore plus longtemps, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Mais j'aimerais ça vous remercier encore d'avoir partagé vos expériences, vos opinions, vos façons de voir mais vos perspectives francophones autochtones, en fait, c'est vraiment inspirant puis vraiment important. Puis j'espère, en fait, que cette discussion-là va pouvoir amener d'autres discussions dans le futur, que ce soit avec le ICCA ou dans d'autres lieux, avec d'autres organismes. Je pense que c'est des questions qui doivent être vraiment réfléchies, puis avoir des discussions en groupe, éventuellement des cercles de parole, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Fait que je voulais vous remercier encore d'avoir pris ce temps-là avec moi aujourd'hui, en ce beau lundi. Voilà. Merci beaucoup encore. C'est à toi, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Oui. Oh, j'ai oublié. Est-ce que je pourrais ajouter il y a une fille, je connais, elle s'appelle Isabelle Chapado, puis elle fait des TikTok sur la culture inuit, puis vraiment eu une grande following, puis je pense que c'est vraiment cool. Elle est québécoise de cette île, puis elle vient de Nunavut, comme moi, j'ai rencontré au Nunavut, puis elle passe son temps à partager la culture inuit pour avoir la représentation, pour informer les gens sur la réalité au Nunavut, puis au Québec même. Donc, je pense que son travail, c'est vraiment important parce que je pense que c'est un des seuls qui le font, puis elle fait face à beaucoup de critiques quand on parle le sujet québécois, la langue française, puis je pense que c'est vraiment inspirant qu'est-ce qu'elle fait pour les communautés autochtones inuit. Oh, super, merci du partage. Puis les TikTok, honnêtement, là, il y a tellement de belles choses qui se font de ce côté-là. C'est une mine d'or, les TikTok autochtones. C'est vraiment cool. Merci beaucoup, Marie-Lie, pour ça. Et puis aussi, on va pouvoir sûrement mettre les liens ou les noms de tous les gens que vous avez partagés, puis etc. aujourd'hui dans la vidéo. Donc, merci encore. Emma,